Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet essentiel, les règles de la directive sur la distribution d'assurance, la fameuse DDA. On va essayer de naviguer dans les eaux parfois un peu troubles des conflits d'intérêts et de la rémunération dans le secteur de l'assurance. On entre direct dans le vif du sujet avec la question qui est vraiment au cœur de toute cette réglementation. C'est une tension fondamentale et c'est justement ça que la DDA essaie de résoudre. Alors, premier point, le client contre la commission. Il faut bien poser le cadre. C'est normal, il y a une tension naturelle entre le fait qu'un distributeur doit gagner sa vie et son devoir absolu envers son client. Le but de la loi, ce n'est pas de jeter la pierre, mais bien de structurer cette relation. L'idée, ce n'est donc pas du tout de supprimer la rémunération, mais plutôt de construire un système où, en fait, le succès financier du distributeur est lié directement à la satisfaction et au meilleur intérêt du client. C'est un vrai changement de perspective. Deuxième partie, la règle d'or. Face à cette complexité, la DDA a mis en place un principe directeur, à la fois simple et très puissant, une sorte d'étoile polaire qui doit guider chaque action, chaque décision. Et voilà le texte. Le fondement juridique, il est là. Cet article du Code des assurances, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. C'est dit noir sur blanc, l'intérêt du client passe avant n'importe quel système de commission ou d'évaluation de performance. Donc, en gros, ce texte de loi se traduit par 4 obligations très claires. 1. Toujours agir dans l'intérêt supérieur du client. 2. Être transparent sur la façon dont on est payé. 3. Vérifier que les schémas de rémunération ne créent pas de conflit. Et 4. Interdire les objectifs de vente qui pourraient pousser à proposer des produits pas tout à fait adaptés. Troisième point, la transparence en pratique. Ok, on a le grand principe. Maintenant, comment ça s'applique concrètement ? Eh bien, la première étape, c'est la transparence totale sur les liens financiers qui pourraient influencer le conseil. Retenez bien ce chiffre, 10%. C'est le premier seuil vraiment important de la DDA pour tout ce qui est divulgation. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Le point crucial ici, c'est que ça marche dans les deux sens. Que le distributeur possède 10% de l'assureur ou que l'assureur possède 10% du distributeur, dans les deux cas, il faut le dire. L'objectif, c'est de révéler toute influence qui pourrait, potentiellement, peser sur l'impartialité du conseil. Et voilà un deuxième chiffre clé, 33%. Celui-là, il s'applique dans un cas bien précis, surtout pour les courtiers qui affirment faire une analyse objective du marché. Et ça montre bien toute la subtilité de la loi. Un courtier peut travailler avec plein d'assureurs différents, oui. Mais si plus d'un tiers de ses revenus vient d'un seul d'entre eux, son analyse objective pourrait être un peu biaisée. Le client a donc le droit de le savoir pour pouvoir juger par lui-même. Quatrième partie, repérer les conflits d'intérêts. La transparence, c'est bien, mais la DDA demande d'aller plus loin, d'être proactif. Il faut savoir identifier les situations à risque avant même qu'elles ne posent un vrai problème. La définition est assez simple. Un conflit d'intérêts, c'est quand le devoir de loyauté envers le client risque d'être compromis. C'est un peu comme essayer de servir 2 maîtres à la fois. Il y en a forcément un qui va en pâtir. Voilà la question à 1 million. Comment on fait, en pratique ? Heureusement, la réglementation nous donne une sorte de grille de lecture pour nous aider à y voir plus clair. Voici les critères officiels. C'est une vraie checklist. Est-ce que le distributeur gagne si le client perd ? Est-ce qu'il y a une prime pour favoriser un client plutôt qu'un autre ? Est-ce que le distributeur est à la fois celui qui crée le produit et celui qui le vend ? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, attention, c'est un signal d'alerte. Cette comparaison est super intéressante. On voit tout de suite la différence entre une rémunération qui pousse à vendre et une autre qui récompense la qualité et la relation sur le long terme. Pour les régulateurs, c'est clair, les bonus basés sur la qualité sont beaucoup plus sains pour le client. Cinquième partie, le plan d'action. Bon, maintenant qu'on sait identifier un conflit, qu'est-ce qu'on fait ? La loi est très claire là-dessus, il y a un protocole bien précis à suivre. La procédure se fait par étapes. D'abord, on essaie de prévenir. C'est la base. Si on ne peut pas l'éviter, alors là, il faut une transparence absolue. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire « au fait, il y a un conflit ». Non. Il faut expliquer d'où il vient, sa nature, et surtout les risques concrets pour le client. Et tout ça avant la signature du contrat, bien sûr. Et attention, ce n'est pas une tâche à faire une seule fois. L'obligation de tenir un registre, de le revoir tous les ans et de faire un rapport à la direction, ça permet d'ancrer cette bonne pratique dans la culture de l'entreprise. C'est un processus continu. Et on arrive à la dernière partie. Pour conclure, c'est important de prendre un peu de recul et de voir au-delà de l'obligation légale. Quel est le véritable enjeu de tout ça ? Voilà le message principal. Ces règles ne sont pas juste une contrainte administrative pour éviter des amendes. En fait, c'est une stratégie intelligente. Une relation client qui est basée sur la confiance, c'est une relation beaucoup plus solide et beaucoup plus durable pour tout le monde. Finalement, la question, c'est de savoir comment on perçoit ces règles.
Est-ce que c'est un fardeau ou est-ce que c'est une opportunité de construire quelque chose de solide, de renforcer la profession et la relation avec les clients? Ça change tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.